Et vraiment, cette fausse couche m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux là-dessus. Voilà, une jeune femme qui vient pliée en deux, à qui on propose un lit pour pouvoir se reposer. Qu'est-ce qui le justifie plus qu'une personne qui clairement est en train de faire une fausse couche et sur un siège froid en métal dans une salle d'attente? Ça, je ne sais pas. J'aimerais avoir peut-être un dialogue avec le corps médical pour leur demander, mais clairement, quelle est leur grille de lecture, sur quoi ils se basent, et que non, c'est pas parce que le syndrome méditerranéen n'existe pas, que peut-être du fait d'avoir vécu des actes racistes à répétition, on est plus résiliente. Bienvenue sur Casse & Pause, le podcast qui soutient les parents en Ille-et-Vilaine en parlant de maternité et de parentalité dans toutes ses formes. Pour ensoleiller le quotidien lourd et apporter le rire, l'espoir et l'empathie qui peuvent parfois cruellement te manquer. Je suis Kérianne Pierre, doula et accompagnante parentale du côté de Rennes. Casse & Pause, ça vient du créole mauricien et ça veut aussi dire quelque chose en breton. Ici, tu vas te relaxer, en créole mauricien, et t'envoler en parole, en breton donc. Ici, ta parole compte. Elle est importante. Bienvenue sur Casse & Pause. Bonjour Maëlle, bienvenue sur Casse & Pause, ma première invitée de la saison 2. Je suis plus que ravie de t'accueillir, tu es chez moi aujourd'hui. Maëlle, déjà, je te laisse te présenter. Merci. Je sais que les remerciements sont à la fin, mais je commence par le merci, c'est pas grave. Donc oui, je m'appelle Maëlle Pédassou. Mon nom marital, c'est Maëlle Ségodo Pédassou. Ça me tient à cœur pour rendre hommage à toute cette belle famille avec laquelle maintenant je suis en lien. Donc, je suis mariée avec un Béninois qui est guérisseur aussi comme moi. Au Bénin, on dit Aono. Ici, vous dites chaman. Et j'accepte cette appellation avec beaucoup d'honneur. Donc, je suis chamane, ethnothérapeute et doula. Et je suis mère de Lily Dramé et de Anatienne Ségodo. J'ai donc une grande de 18 et une petite de 3. Un grand écart, un pont à l'image un peu de mon métissage, je pense. Un métissage franco-togolais où il y a des choses qui peuvent désopposer, des contrastes assez forts qui peuvent se vivre en même temps. Et je suis ravie d'être là aujourd'hui. Ce plaisir partagé. Après, aujourd'hui, on vient aussi parler d'un sujet qui n'est pas forcément évident. On en a déjà parlé en la première saison, donc la question de la fausse couche, alors qu'on peut appeler autrement selon les personnes. Toi, je pense que tu le nommes ainsi. On va parler de ça, mais pas que de ça. On va parler de la maternité en général, de l'invisibilité des femmes, de la sororité, de ce que c'est que d'être une femme dans notre société, de la difficulté d'être mère aussi. On va parler de tout ça. Donc, un gros sujet. Et puis, je pense aussi qu'on va parler dans ce sujet peut-être vers la fin de ce que c'est que de l'angry black woman, de la femme noire en colère, des stéréotypes en tant que femme racisée. Je pense que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et en tant que femme racisée moi-même, c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur. Donc d'en discuter, d'en parler, d'ouvrir la parole sur ces sujets-là. Donc on va parler tout de suite. Déjà, comment tu te sens ? Écoute, je me sens plutôt bien. J'ai vraiment cette sensation que tu ouvres un espace au-delà du temps, au-delà de ma simple personne. Et du coup, ça me permet de me sentir en position de témoignage. Et le fait d'être dans cette position-là, il y a quelque chose de sécurisant dans le fait que je ne vais pas parler en mal d'une personne ou d'une profession, mais que je vais juste déposer une expérience de vie en espérant que ça puisse aider d'autres à se dire si une autre l'a vécu, c'est OK que je le vive et qu'il y a des ressources possibles et que qu'elle n'est pas toute seule dans son coin et qu'on est, on est ensemble. Tu parlais de sororité, pour moi c'est important. Merci déjà pour tout ça. Donc l'année dernière, tu étais enceinte d'un 3e petit bébé.
Et malheureusement, tu as vécu une fausse couche. Est-ce que tu veux déjà nous expliquer un peu comment ça s'est produit, soit dans les détails ou non, comme tu le ressens? Oui, avec donc mon époux, on a un projet de dernier, de petit, de petit dernier. Et l'année dernière, donc je suis tombée enceinte au Bénin. Lors de notre voyage au Bénin, on va régulièrement au mois de février au Bénin. Et on n'était pas forcément dans cette attente-là. En tout cas, ce n'était pas forcément en projet. L'intention était posée. Et puis, en rentrant, je me suis aperçue pour la première fois que j'avais lâché cette appli en notant tout sur mon cycle. Voilà, une appli que j'ai adoptée parce que souvent les professionnels de santé nous posent des questions très précises avec des dates. Moi, mon cerveau, il a du mal à retenir un ensemble de choses, je pense, comme beaucoup de femmes. On appelle ça la charge mentale. Donc, si en plus je dois me souvenir de la dernière date de je ne sais quoi. Bref. Et vraiment bonheur, quoi. Cette grossesse-là, en tout cas, c'est l'annonce de cette grossesse, j'ai envie de même dire de la révélation de cette grossesse. Je l'ai vraiment vécue comme une explosion de bonheur, là où les deux autres, j'avais une appréhension. Oui. Et là, c'était vraiment la sensation d'un accomplissement. Et puis voilà, je me sentais bien, alors que les débuts de mes deux dernières grossesses, de précédentes grossesses, n'étaient pas faciles du tout, avec beaucoup de nausées. La deuxième grossesse, des nausées gravidiques jusqu'au 6e, 7e mois. Ouais, sportif. Et là, vraiment, bonheur, quoi. Une sensation de plénitude, voilà, d'être au cœur de la vie. Et puis voilà, j'ai entamé les premières démarches, rendez-vous avec la sage-femme et programmation de la première écho de datation. Et en tant que doula aussi, donc j'accompagnais une maman, une famille et un petit bébé à venir. Mmh. Et lors d'un accompagnement avec cette maman, j'ai commencé à ressentir des douleurs. Et là, il s'est passé quelque chose d'un petit peu extraordinaire pour moi. Extraordinaire dans le sens qui sort de l'ordinaire et qui m'a poussée à te contacter pour pouvoir déposer ce témoignage. C'est que j'ai senti vraiment, avec mon intuition, que là, il y a quelque chose de pas normal qui se passait. Et là, il y a eu vraiment, en quelques secondes, j'ai dû prendre une décision qui était très simple. C'était soit je dis à ma cliente qu'on arrête la séance, que là, je commence à vivre quelque chose où j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Ou alors, je vais jusqu'au bout de cette séance. C'est des séances de 2 heures, comme tu le sais. Oui. Et de vivre ça, en tout cas de mettre ça de côté, est-ce que j'ai cette capacité-là de mettre ça de côté. Et ces quelques secondes, j'ai vécu quelque chose pour moi un peu, j'aurais presque envie de dire aujourd'hui mystique, dans le sens où là, c'est comme une capacité de dialogue avec soi-même et d'être à la fois toutes les facettes qu'une femme puisse être en même temps, que chacune des parts qui nous composent puisse s'exprimer et d'arriver à prendre la décision la plus juste pour tout le monde et pour moi. Et je pense que c'est une des expériences où je peux nommer le mot résilience. Et que pour moi, la résilience, c'est ça. C'est cette capacité-là. Et jusqu'à maintenant, je pense que j'en avais une expérience intellectualisée et qu'à travers cette expérience, j'en ai une expérience maintenant, on va dire, corporée, ou en tout cas, qui passe par ce corps, par cette matière. Et c'était, voilà, ces 30 secondes, j'avais pas plus de temps pour prendre cette décision, pour pouvoir être pleinement avec cette cliente ou stopper et du coup être pleinement avec moi. Ok. Et donc tu prends cette décision-là, qui est donc de rester. De rester, de continuer d'être au service de la vie
Et pendant ces 30 secondes, il y a cette part-là de moi qui criait, mais comment c'est possible de faire ça? Comment c'est possible d'être au service du vivant alors que foncièrement là, je suis en train d'accoucher de la mort. Je suis en train de... Toi, j'en ai l'émotion. De perdre mon bébé. Et quel que soit le stade de développement là-dessus, pour moi, c'est intime et personnel et personne ne peut nous enlever le fait que même si c'est une petite cellule, ce soit déjà notre bébé. Et voilà, il y a une part de moi qui était révoltée, qui ne comprenait pas comment, là, Maëlle, tu peux nous faire vivre ça, comment tu peux rester au service du vivant alors que la vie te fait vivre cette expérience. C'est fort, c'est puissant et c'est dur. C'est dur et en même temps, là, on va toucher à mon système de croyance, à ma spiritualité. Ça m'a encore plus, je pense, ça a encore plus renforcé ma foi, qui n'est pas une foi religieuse, qui est une foi en la vie. Parce qu'en tant que doula, j'accompagne aussi pour les IMG, les IVG. Et que dans mes croyances, être initié à la vie, c'est être aussi initié à la mort. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'émotionnel quand on le vit, ça ne veut pas dire qu'on ne passe pas par tout un tas de choses, mais que ça reste vivant, que de donner naissance à quelque chose qui n'est plus. Et qu'on est peut-être là, même au cœur du vivant. Je trouve souvent juste de dire que la vie et la mort sont plus qu'imbriquées. Complètement. Donc entre la naissance et les personnes qui décèdent. Et là, du coup, tout ce témoignage-là le montre, en fait, l'explicite. Merci déjà de tout ce que tu nous dis. Et donc, toi, comment ça se passe après ce rendez-vous? Après ce rendez-vous, je finis ma journée de travail plus ou moins normalement. Je fonce aux urgences de Rennes Sud. Et là, voilà, je me confie, parce que pour moi, c'est ça, c'est enlever cette casquette que je peux avoir d'accompagnante, quelle qu'elle soit, et de dire, voilà, là, moi, j'ai besoin d'un accompagnement et d'un accompagnement global, et à la fois sur le plan physiologique, mais aussi sur le plan psychologique et émotionnel. Et du coup, là, on me fait patienter, comme je pense toute personne aujourd'hui qui se présente à n'importe quelle urgence, et c'est OK. Les soignants font vraiment ce qu'ils peuvent en fonction des moyens qu'on leur donne. Et du coup, on veut faire un test urinaire. Donc, je fais mon petit pipi là, dans ce petit pot. Je pense qu'on est toutes à se demander si on vise bien ou pas. Enfin, vraiment, bon, bref. C'est une autre conversation, un autre sujet. Oui, mais c'est vrai. Oui, vraiment, c'est pas le truc le plus confortable. Non. Et puis, voilà, et là, je commence à sentir de plus en plus de douleur. L'infirmière qui me reçoit, extrêmement gentille, me demande un peu mon ressenti par rapport à la douleur. Et c'est compliqué, je trouve, cette question est tellement complexe parce qu'on parle de quelle douleur? On parle de la douleur physique, on parle de la douleur psychologique, de ce qui nous arrive. J'étais en état clairement de choc, puisque j'étais je pense comme beaucoup, déjà dans une projection de vie avec ce bébé. Ça tombait à un moment parfait aussi par rapport à mon ancien métier où je n'en pouvais plus aussi, que ça me permettrait de faire une pause et financièrement d'avoir une grossesse dans un cadre sécurisé. Et puis, du coup, je lui dis que oui, j'ai mal, mais que je peux le gérer. Et que c'est difficile pour moi de donner un chiffre, surtout que ce chiffre, ça a toujours été compliqué pour moi de donner une échelle par rapport à la douleur, en sachant que j'ai un seuil de douleur assez élevé et que cette capacité un peu de mise à distance, des fois, elle biaise un peu ce ressenti. Et puis après, du coup, on m'a demandé de patienter dans la salle d'attente à l'extérieur. Et là, du coup, j'ai attendu et j'ai vu défiler des femmes en essayant de m'imaginer pourquoi elles sont venues. J'ai vu des femmes pliées en deux, etc. Et petit à petit, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui était plus OK. Dans le sens où j'étais en train de faire une fausse couche, assise,
dans une salle d'attente d'urgence. Je voyais qu'il y a des femmes à qui on proposait de s'allonger. Ok. Et comme si finalement ce que je traversais était, tu parlais d'invisibilité, et comme si j'étais invisible. Et comme j'ai commencé à me dire, mais est-ce qu'il faut que je me roule par terre? Est-ce qu'il faut que je jure? Il faut que je me plie en deux pour être pris en charge. Et puis, donc là, moi, je suis arrivée aux urgences, il devait être 18h. Donc, passé 20h30, 21h, je crois, hein, si je ne me trompe pas, les urgences gynécologiques. Merci. Ferment et on nous demande de monter aux urgences obstétriques. Là, là, je tiens au courant voilà, mon conjoint, mon chéri doudou, de ce qui se passe. Lui était impuissant parce qu'il fallait qu'il garde notre dernière et que foncièrement, il ne pouvait pas être à côté de moi. J'ai une de mes amies qui était une des seules au courant de cette grossesse, qui est venue tout de suite. Il faut savoir, quand je travaille au cabinet, je ne mange pas forcément. J'ai de la réserve, vous inquiétez pas, pour celles qui s'inquiéteraient. Donc, voilà, c'est une journée où je fais un petit déj et puis je mange après. Et là, elle est venue voilà, avec de l'eau, un paquet de gâteaux, me demander comment ça va. Voilà, je n'oublierai jamais ces regards. Il y a eu des regards d'une profonde sororité. J'ai voulu dire sœur, mais c'est sorti, bon bref, en même temps. Et puis, voilà, j'oublierai jamais aussi ses gestes. On n'a pas beaucoup parlé. Elle était là. Elle était là. Elle m'a massée, voilà, m'a prise dans ses bras. Et à un moment, je la remercierai jamais assez. C'est elle qui est partie les voir en leur disant, bon là, mon amie souffre, elle a mal, ça va pas et il faut qu'elle soit prise en charge. Ça fait plus de 5 heures qu'elle attend. Et voilà, quand on veut juste savoir quand est-ce qu'elle va être vue par un gynécologue, en l'occurrence un interne, hein, on le sait toutes. Du coup, là, on lui a répondu que je n'étais pas une priorité, qu'on était aux urgences obstétriques et que là, la priorité, c'était les femmes qui venaient accoucher et que si j'avais besoin, on pouvait me donner un Doliprane. Et ça devenait pour moi de plus en plus insupportable en termes de dignité par rapport à qui je suis, donc d'intégrité, et par rapport à la vie. Voilà, d'entendre des femmes qui sont en début de travail et moi là clairement qui est en train d'accoucher clairement aussi, certes pas de la vie, mais qui est aussi en train de laisser partir voilà, ce début de vie, ce début de quelque chose, et ça devenait vraiment insupportable. Et du coup, Malika est partie une deuxième fois leur demander si je pouvais rentrer à la maison. Et donc, ils ont dit non, parce que pour des raisons médicales qui sont très justes. Et à un moment, je me suis dit, mais là, j'en veux pas au corps médical, j'en veux pas à toutes ces personnes-là qui font ce qu'elles peuvent, mais que pour moi, j'étais plus dans quelque chose qui respecte la vie et qui me respecte moi en tant que personne. Du coup, me suis levée malgré la douleur. J'ai sonné. Il y a une jeune fille qui aurait pu, désolée, hein, mais c'est dans mon fort intérieur, c'est ce qui s'est passé, qui aurait pu être ma fille, vu son jeune âge, qui m'a reçue là, avec ses grandes lunettes, qui avait l'air complètement désespérée par rapport à la situation, pas me concernant, mais par l'ensemble. Et je lui ai dit que là, moi, ce qui se passait, c'était plus OK. J'étais à plus de 6 heures d'attente. Que clairement j'étais en train de faire une fausse couche, que j'avais pas besoin d'un diagnostic de quelqu'un avec une blouse en blanc pour me le dire. Ouais. Et que là, décemment, je vais rentrer chez moi pour pouvoir le vivre dans mon intimité et dans un cadre où je puisse le vivre le plus sereinement possible. Et du coup, donc elle m'a dit qu'elle ne m'autorisait pas. Et là, je lui ai dit de bien me regarder, que jusqu'à la preuve du contraire, je disposais de mon corps et que j'allais partir. Et elle m'a dit, il faut que j'en réfère à plus haut pour voir si vous avez le droit. Et je n'ai pas attendu cette pseudo-autorisation. Je ne veux même pas savoir comment ça marche. Je suis rentrée chez moi. Et voilà, pendant la nuit, ça a continué. J'ai senti l'expulsion, qui est une sensation qui est
assez spécifique. Et le lendemain, j'avais laissé un message aux urgences à ma sage-femme qui a eu des mots très, très justes et très doux et qui m'a conseillé quand même de me présenter le lendemain à peut-être d'autres urgences pour au moins faire une écho, voir ce qui se passait, etc. Donc je me suis présentée à la sagesse cette fois. Et là, j'ai eu un sentiment un peu étrange, un peu comme une projection de qui je pourrais être. Est-ce que c'était par rapport à comment j'étais habillée ou la couleur de ma peau? Je ne sais pas. Et j'ai vraiment pas la sensation que c'était dans ma tête. C'est par rapport aux termes qui ont été employés. Et les mots que cette sage-femme a employés étaient assez durs. Donc elle a fait l'écho et elle a dit, là, il n'y a rien. Et donc moi, je l'ai reprise en disant, non, il n'y avait pas rien. J'ai fait une fausse couche. Mais voilà, et après, elle m'a dit, là, en tout cas, il y a rien. Oui, peut-être vous étiez enceinte, mais là, il y a rien. Après, elle a dit qu'on voyait bien qu'il y avait une trace de quelque chose, mais qu'il n'y avait plus rien. Et moi, ces mots ont été assez durs pour moi. Et quand je suis sortie, j'étais un peu sonnée. Et Eric, je pense lui aussi. Enfin, c'est même pas je pense, c'est sûr. Et du coup, j'ai pas eu la présence d'esprit de demander un arrêt de travail, parce que c'est arrivé, donc moi je consulte le samedi, donc c'est arrivé le week-end, on était dimanche, donc je reprenais le travail lundi. Et à aucun moment on m'a demandé si j'avais mal ou si j'avais besoin d'un arrêt de travail. Et quand j'ai vu les personnes d'après, comment on les a accueillis, j'ai pas compris la différence. Et c'est vraiment en échangeant avec toi et au vu de mon parcours mon parcours gynécologique que je me suis aperçue de ce que tu as nommé. Le racisme. Le racisme. Faut dire les mots pour les personnes qui nous écouteront. Ouais. Oui, le racisme. Et ça a été dur pour moi de l'accueillir et de le vivre. Et de voir que ça n'arrive pas qu'aux autres, que ce n'est pas un fait divers. Et que ce n'est pas une vue de l'esprit. Et que non, je ne suis pas quelqu'un qui râle, qui exige des choses ou qui en fait trop. Et peut-être, justement, j'en fais pas assez... Je sais pas. Mais oui, clairement. Et la projection là de cette femme, clairement, pour moi, c'était, voilà, c'est une mère au foyer, c'est le énième enfant. Voilà quoi. Ouais. Femme africaine, avec multiples enfants, tu vois. On s'occupe pas. Enfin, je sais pas. Ça a été très étrange, très, très... Et puis pour les personnes qui peut-être ne comprendraient pas en écoutant ce que tu dis, là, c'est quelque chose d'assez complexe à expliquer, ce ressenti. C'est-à-dire qu'on voit bien que les gens peuvent nous regarder, ou en l'occurrence pour toi, te regarder d'une certaine façon. Et c'est tellement inapproprié et parfois vicieux presque dans la façon de faire qu'on se dit, non, c'est nous le problème. Complètement. C'est très pernicieux. Et là où c'est pernicieux, c'est que je pense très sincèrement que cette femme ne s'est pas rendue compte qu'elle-même avait une pensée raciste, du fait qu'elle projette quelque chose sur moi, du fait que je sois une femme racisée, que je sois, clairement, mes origines s'affichent sur la couleur de ma peau, sur ma morphologie. Il n'empêche que je suis née en France, que je parle français, je suis très honorée de mes origines et je vis avec et je respire avec, mais j'ai des origines aussi d'ici. N'en déplaise à certains. Je suis un bernique sur mon rocher, je partirai pas, les gars. C'est pas la peine d'essayer. J'ai une petite qui est accro au beurre salé. On se demande ce que tu fais en Bretagne. Il faut lui donner sa dose, sinon ça va pas. Et oui, c'est quelque chose... cette énième expérience avec le corps médical dans cette grande fragilité m'a vraiment là permis d'accueillir et d'accepter que oui, concrètement, il y a un problème aujourd'hui sur le fait de ces projections sur les femmes racisées et qu'avec le recul, à aucun moment on a pris en charge
à un moment de ma vie, clairement qui je suis, ma douleur, mon corps, et, et que ça demande, je trouve, beaucoup de résilience pour être un endroit juste vis-à-vis de la personne qui est en face de nous et de soi-même. Ouais. Et c'est pas une vue de nos esprits, vraiment pas. Et j'aurais des tas d'anecdotes, des tas de témoignages à déposer, notamment aussi par rapport à la grossophobie. Une fois, pour ma deuxième grossesse, une fois, j'ai eu une échographie du dernier trimestre avant l'accouchement avec une gynécologue. C'était l'expérience de ma vie la plus horrible. Mmh. Et la personne m'a pas dit bonjour, m'a fait allonger. Genre, je ne sais plus en quelle année elle était, mais donc elle était accompagnée par une étudiante. Donc, c'est l'étudiante qui a parlé. J'ai trouvé ça très étrange. Et puis, du coup, elles m'ont demandé de me dévêtir. Et elle n'arrêtait pas de souffler. Et à un moment, elle m'a dit, mais c'est pas possible. Vous avez mis de la crème. Forcément, oui, vous mettez de la crème. Et je me disais, mais c'est quoi cette insinuation? Je mets de la crème. Donc, toutes les personnes de couleur mettent de la crème. Peut-être que l'eau est trop calcaire ici. Mais en l'occurrence, ce jour-là, je n'avais pas mis de la crème parce que j'avais passé une écho. J'ai pas mis de la crème. Bref. Et puis, du coup, voilà, j'ai beaucoup de... Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un bon petit bidou avec du gras sur mon bidou que j'aime beaucoup, qui est douillet, qui est chaud. Et oui, qui peut empêcher... qui peut être un peu plus technique pour faire une écho, mais jusqu'à maintenant, on a toujours fait des échos. Et là, elle n'arrêtait pas de souffler, elle appuyait extrêmement fort. Je lui ai notifié, je lui ai dit, vous me faites mal et c'est pas OK. Ouais. Ce qui m'a demandé, je trouve, du courage. C'est pas facile, hein. Voilà, j'étais en grossesse à risque, donc voilà, déjà fragilisée. Et puis, elle m'a dit, oui, voilà, que ça va passer. Je dis, super. Et j'ai eu ces 30 secondes là de est-ce que je me lève, est-ce que je pars? Non, c'est l'échographie qui va être déterminante pour savoir, en l'occurrence, si mon bébé pouvait passer en dessous de ce gros fibrome et d'avoir une naissance par voie basse ou une césarienne. Donc, je ne pouvais pas partir. Oui. Et j'ai commencé à pleurer, vraiment à chaudes larmes. L'étudiante arrivait en me disant que ça va aller. Qu'est-ce qui va pas? Je lui ai dit, là, clairement, j'ai dit que ça me faisait mal et visiblement, on s'en fout. Mmh. Et ce qui m'a permis de tenir, c'est que la petite avait décidé qu'on ne verrait rien du tout. Donc, c'était caché. Il fallait mesurer absolument sa tête pour voir si elle était bien formée ou pas. Elle a clairement enfoui sa tête dans le col de l'utérus en disant « tu verras rien ». Donc à la fois en pleurant, j'ai explosé de rire en disant « cet enfant ». Voilà, qu'il y a déjà un lien privilégié avec cet enfant, un lien de complicité. Fait chier la gynéco. Ça m'a amusé. Ça m'a fait beaucoup rire. Et puis et du coup, je lui ai sorti, mais arrêtez d'insister. De toute façon, on va faire quoi, là, à ce stade? Vous voulez que je fasse quoi? Si vous m'annoncez qu'il y a une malformation, vous voulez que j'interrompe la grossesse? Eh bien, c'est non. Je m'en fous de savoir. Si elle est comme ça, comme si, moi, j'aime mon enfant, on en finisse, quoi. Et puis, en rentrant à la maison, j'ai lu le compte-rendu. Il y a avec ces grossesses à risque, du coup, il y a beaucoup de terminologie, de termes qui devenaient un petit peu... Le jargon médical. Mon vocabulaire, on se ment pas. Et du coup, j'ai été chercher cette terminologie et qui, en gros, dit que l'examen est difficile parce que j'ai une morphologie qui ne permet pas un examen correct. J'ai trouvé ça d'une violence. Ah oui, ça veut. En gros, madame est trop grosse, on ne peut pas faire un examen correctement. Et ça en est, voilà, plein d'anecdotes là-dessus. Et vraiment, à chaque fois, ce sentiment de... me donner ce sentiment de je me mets en colère pour rien, ou je rouspète pour pas grand-chose, ou voilà, que j'en fais trop, ou que c'est pas sérieux, etc. Et vraiment, quand tu as mis le mot de Angry Black Woman, mais ça m'a libérée. Franchement, je te remercie. Parce que quand tu as dit ça, tu vois, j'en ai l'émotion.
j'ai vraiment pris conscience que c'était pas une vue de mon esprit et que ces actes de violence raciste, ils n'ont pas leur place à cet endroit-là et vraiment pas à cet endroit-là parce qu'en plus, c'est des moments où on est fragile, on est plus que vulnérable, il y a une fragilité. Voilà, les scientifiques actuellement sont en train de le prouver par des, voilà, en prouvant que oui, il nous faut un apport plus en sucre, oui, nanani nanana, que ça nécessite plus d'énergie qu'à l'accoutumée pour fabriquer un corps. Bon, c'est bien qu'ils le disent enfin et qu'il y a toute une chimie avec les hormones qui changent. Et après, de par ma spiritualité, pour moi, c'est un moment où on est tellement ouverte au monde entier, on est ouverte au passé, au présent, on est dans une espèce d'espace où on est le mystère, on est au cœur du mystère. Et que ça peut être très étrange pour soi-même de sentir qu'on est un mystère. Et cette fragilité, elle est belle aussi dans le sens où on sent déjà, en tout cas moi j'ai senti à chaque fois que je n'étais plus la personne que j'étais avant du fait de ce passage en ce mystère. Et qu'est-ce que je vais être après ? Et dans cette fragilité, voilà, à chaque fois se prendre des réflexions ou des comportements qui sont limites et que les personnes ne se permettraient pas si c'était d'autres personnes. Et vraiment, cette fausse couche m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux là-dessus. Voilà, une jeune femme qui vient pliée en deux, à qui on propose un lit pour pouvoir se reposer. Qu'est-ce qui le justifie plus qu'une personne qui est clairement en train de faire une fausse couche et sur un siège froid en métal dans une salle d'attente? Ça, je ne sais pas. J'aimerais avoir peut-être un dialogue avec le corps médical pour leur demander, mais clairement, quelle est leur grille de lecture, sur quoi ils se basent, et que non, c'est pas parce que le syndrome méditerranéen n'existe pas, que peut-être du fait d'avoir vécu des actes racistes à répétition, on est plus résiliente. Mais il n'y a pas de mérite à ça, hein. C'est la vie qui a fait ça. Et que peut-être justement il faut être un petit peu plus vigilant par rapport aux femmes racisées qui ont l'habitude de serrer les dents, d'attendre que ça passe, que bon, de toute façon il faut composer avec. Donc en tout cas, c'était important pour moi de déposer ça, que si on a une impression de se faire confiance et d'en parler, c'était pas forcément facile pour moi de dire je veux en parler, du fait que ça touche aussi à ma sphère intime, qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant de cette fausse couche, volontairement de ma part, pour avoir accompagné des femmes, des familles, et me rendre compte à quel point les mots peuvent laisser des empreintes indélébiles. Et que oui, les 3 premiers mois, généralement, je ne dis rien pour me préserver et préserver ce bonheur. Et au vu des retours aussi, des mots que j'ai eus de proches, je ne regrette pas d'en avoir pas parlé à plus grand nombre. Et que j'aurais un conseil à donner en tant que femme qui a fait une fausse couche, si une personne témoigne de cette expérience, votre impuissance, gérez-la de votre côté. Et simplement soyez présence. Et une présence, c'est pas forcément de quoi tu aurais besoin. Ça peut être juste là, comme tu es en train de le faire, être posé à côté de la personne. Et c'est tout. Merci Maëlle. Merci, parce que c'est pas simple de pouvoir témoigner de tout ça. Et je pense qu'on serait nombreux et nombreuses à témoigner de ça, du racisme, du syndrome méditerranéen. Malheureusement, la parole se démocratise, de plus en plus de personnes en parlent. Je crois que c'est le docteur Jimmy, si je dis pas de bêtises, qu'on voit un peu sur les magazines télé qui parle de ça, en disant ça n'existe pas, lui-même étant concerné, donc en disant ce genre de choses. Pour autant, moi, ce qui m'épate toujours, c'est que c'est très complexe pour que les gens le comprennent. Et en même temps, ça ne devrait pas être aussi compliqué, comme tu le dis. On vit en tant que femme, quand on vit une période de grossesse, de postpartum, cette période-là est quand même une période comme tu disais, de fragilité.
Et il faut entendre, il faut continuer à répéter et répéter. Et dans un sens, c'est un peu dommage qu'on vienne à le faire, puisque ça ne devrait pas venir de nous. Ça devrait venir ça devrait être quelque chose de normal au niveau de la société, que ça soit normalisé. Et c'est plus que dommage, parce que c'est pas le terme à utiliser, mais vraiment, moi, je trouve ça plus que dommage que tu aies vécu ça. C'est pas une expérience que personne n'aurait dû vivre ça. C'est important de le dire. Et là, tu parles aussi de comment ta foi et ta spiritualité aussi a fait de cette expérience difficile, douloureuse. Si je puis me permettre d'exprimer ça comme ça, je pense que c'est un peu ça, transcender un peu ça, de ce que j'ai compris. On peut mettre ces mots. Aujourd'hui, je peux les accueillir, ces mots. Peut-être qu'il y a 1 an, ça aurait été compliqué. Mais oui, cette foi, pour moi, cette foi, c'est le lien qu'on a avec la vie, simplement. Le sacré, il ne faut pas le chercher ailleurs que dans son quotidien. Et oui, ça m'a permis à chaque fois de traverser ça, de transcender. J'en veux pas à ces personnes. J'en veux vraiment pas à ces personnes. Mais plus à un système. Et plutôt, c'est un appel à ce que chacun se responsabilise et aille fouiller sa conscience, ses schémas, ses préjugés. Et pas pour intellectualiser nos vies, mais pour vérifier la justesse de ses paroles. Alors non pas qu'on doit vivre un peu de manière dissociée, à toujours analyser ce qu'on dit, mais dans sa pratique, dans son corps de métier, au quotidien, d'avoir un minimum d'empathie pour se demander si l'autre, comment il le vit, ou tout simplement une justesse de ne rien projeter sur l'autre. Et moi, c'est ce que j'appelle la rencontre. Ne rien projeter sur l'autre, l'accueillir tel qu'il est, c'est là où il se passe une vraie rencontre et c'est là où on peut vivre une vraie humanité à l'intérieur de soi et avec l'autre. Et malheureusement, dans le corps médical, je suis désolée, à plein de niveaux de ma vie et surtout sur le plan gynécologique, il n'y a pas cet espace-là. Tout de suite, femme racisée égale est-ce que je suis excisée ou pas? J'ai vécu des choses hallucinantes. PMI, où on vérifiait pour ma première, à chaque fois que j'y allais, si elle était excisée ou pas. Et à un moment, j'ai mis les pieds dans le plat, en disant, mais vous faites quoi? Ça me gêne que vous vérifiez les parties génitales de ma fille, en fait. C'est un acte qui est intrusif et non anodin. Où là, cette pédiatre m'a dit, mais je vérifie des choses. Et là, dans un acte, oui, peut-être d'angry black woman, je lui ai balancé ma carte d'identité en disant, il y a marqué française. Et que là, il y en a marre. Et je n'ai plus jamais été après dans cette PMI. Il y a 18 ans, à Paris. À 18 ans, on ne parlait pas de ces choses-là. C'était tabou. On constamment nous renvoyait de « mais non, tu te fais des idées. Oui, mais bon, c'est la vie. » Ben non, c'est pas la vie. C'est pas la vie. Et il y a plein... Je te dis, on n'est pas forcément là pour ça, mais j'aurais plein d'anecdotes comme ça... qui font ça, et à chaque fois, c'est pour pouvoir continuer à vivre, à quoi je me raccroche, qu'est-ce qui va donner du sens à ça. Et effectivement, ma foi en l'humain, ma foi que on puisse s'éduquer soi-même, on puisse continuer à grandir et de questionner là, dans ce qu'on est, dans sa tête, toutes les projections qu'on peut avoir sur l'autre. Et s'il vous plaît, les femmes racisées, particulièrement les femmes racisées, nous ne sommes pas un espace public où chacun peut projeter ses fantasmes, son imaginaire. Non, je n'irai pas en vacances chez ta mère pour lui rappeler l'Afrique. Voilà. Je ne sais pas s'il faut rire ou en pleurer. Et que ça devient pénible et que ça n'est plus possible. Et là où je suis pleine d'espoir, pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a la foi, la croyance et le libre arbitre. Ces 3 composantes qui font qu'on peut vivre heureux dans sa vie, qu'on peut atteindre le bonheur. Le libre arbitre, c'est ce à quoi j'ai fait appel dans ces 30 secondes de prise de décision. J'ai le choix là, et c'est beau aussi d'avoir le choix. Tout le monde ne l'a pas. En tout cas, le choix de le vivre ou comment j'ai envie de le vivre. Même si on n'a pas le choix de disposer de soi-même, on a le choix de disposer de comment on va vivre ça. En conscience, comme d'autres pourraient le dire. En conscience, et que pour moi, c'est là, ce point-là de résilience. Et là, on peut trouver la résilience, vraiment. Et que vraiment, si ça vous arrive,
Il faut en parler. Il n'y a pas de tabou à avoir sur les fausses couches. Ça reste donner naissance. Et dans ma spiritualité, donner naissance, c'est une initiation. Et nous, les femmes, on a cet avantage-là. Que la vie elle-même nous initie. Et que qu'on s'en est donné naissance à la mort, c'est une continuité par rapport à la vie. Et qu'on ait donné naissance à la vie, ça reste une continuité pour la vie aussi. Et comme tu l'as dit, c'est indissociable. Et que c'est beau aussi. Et qu'il y a autant d'amour, et si ce n'est plus, à donner aussi une naissance à la mort. Et que cet amour-là, jamais personne ne pourra nous l'enlever, nous entacher ça. Il y a des personnes qui parlent des bébés anges. Pourquoi pas? Dans certaines spiritualités, on ne les appelle pas bébés anges, on les appelle autrement. Mais oui, si j'ai envie de dire, si ça vous fait du bien de penser ça, il faut penser ça. Mais laisser personne poser un regard, ou s'il le pose, tout de suite s'autoriser à dire ça c'est pas ok. Voilà. Comme tu le dis, les mots ont une importance et ça laisse des traces indélébiles, pour reprendre ce que tu disais. Et c'est vrai que je le répéterai toujours ici sur Cass & Pose, les mots ont une importance, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Et si par hasard, par mégarde, une personne se dit « Oh merde, j'ai dit ça, j'aurais pas dû le dire », au psy s'excuser, ou en tout cas dire là j'aurais pas dû dire ça, et c'est important aussi parce que la personne en face peut se dire ok, ça je peux l'enlever de ma tête, je peux enlever ce mot, et ça appartient aussi aux personnes de la famille, des soignants, soignantes, des amis aussi, de se remettre en question. C'est toujours important. C'est toujours important, et je pense que le plus grand acte de courage, c'est pas forcément de... Tant pis si ça sort avec la colère et qu'on devient une angry black woman, mais c'est d'être toujours sa meilleure amie, d'être toujours en lien avec soi-même, d'incarner l'adulte dont on avait besoin quand on était enfant. Quand on était enfant, on n'avait pas forcément ces armes-là, ces outils. Armes parce que des fois, oui, ça va être limite la guerre. Pour, tu vois, ma deuxième, tension à 15... Bon, je me présente parce qu'on m'avait demandé de me présenter une semaine avant l'accouchement. Et on me dit, vous partez pas, on va vous déclencher. Et je leur ai dit non. Je rentre chez moi. Et ils m'ont dit, c'est impossible, vous n'avez pas le droit. Je dis, moi, regardez-moi bien. Je me lève et je commence à partir. J'avais encore attendu 5 heures aux urgences. J'étais pas lavée, j'avais faim. C'est non, je rentre chez moi. Et je viendrai accoucher. Le lendemain, sur le lendemain, on se fixe un rendez-vous, mais voilà, avec ce dont j'ai besoin. Et que là, non, ça c'était leur peur, et c'est ce que je leur ai dit, vous avez peur. Moi là, concrètement, je gère la mienne, mais je n'ai pas peur. Cet enfant, il va bien, et on viendra. Et c'est là où je vois que j'ai cette liberté-là, mais c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui est, voilà, petit à petit, j'ai osé dire ce non, que c'est pas ok. Et c'est important d'oser dire tout de suite, voilà, j'ai 42 ans, j'ai un projet d'enfant. C'est quand on me dit, ah, t'as pas peur d'être trop fatigué, parce que t'es déjà fatigué. Je remets la personne à sa place. C'est ta projection. Laisse-moi tranquille. C'est important. Ou alors quand, on me dit, ah mais oui, faire un enfant, t'as eu ta fille aussi à 39, voilà, c'était un peu tard. C'est ta projection. Et je vais le tourner avec de l'humour. Je vais leur demander, mais tu me souhaites d'aller mieux, ou c'est ta manière de me dire que tu t'inquiètes pour moi, ou c'est ma manière à moi, mais que c'est important. Et c'est petit à petit dans ces espaces-là que j'ai pu commencer à créer à la fois cette résilience et à la fois cette souveraineté. Merci Maëlle d'avoir partagé tout ça. Pour terminer cet épisode très fort, très, très puissant, les questions habituelles chez Cass & Pose, les messages pépites que tu aurais envie de donner, ces messages un peu joyeux par rapport à cette expérience que tu as vécue, ou tout simplement par rapport à la maternité. J'ai longuement réfléchi à ta question message pépite. Jusqu'encore dans la voiture, je me disais, mais qu'est-ce que je vais raconter? Et j'aurais envie de raconter de la simplicité,
en message pépite, c'est juste témoigner de s'accepter tel qu'on est en tant que mère, d'arrêter de courir à la perfection. Et pour ça, je remercie beaucoup mon aînée, ma petite Lily, 18 ans maintenant, qui me dépasse, qui n'a eu de cesse tout le temps de me ramener à ça. Et elle a passé vraiment, et encore, toujours à me remercier d'être sa maman. Et à me dire merci de croire en moi, merci d'être ma maman, que je peux être fière de moi. Et je pense que c'est mon plus grand coach. Et que peut-être ce message pépite, c'est celui-ci. Voyez vos enfants comme des coachs. Des coachs où est-ce que le changement il peut s'opérer à l'intérieur de vous. Le fait que j'ai élevé seule Lily jusqu'à ses 15 ans, où Eric est arrivé dans notre vie après. Et ces 15 années, Lily, elle m'a toujours fait sentir que quoi qu'on vive, c'était juste et que c'était, voilà, qu'elle était très contente que je sois sa maman. Et ça, je pense que c'est mon petit message pépite à moi. Des bisous à Lily. Des bisous à Lily. Et un dernier message pépite actuel. J'aime boire des smoothies, patates à modeler. Et voilà, je trouve que nos enfants ont une manière poétique de voir le monde. Et j'adore leurs phrases où ils mettent de la poésie. À la tienne, elle appelle sa pâte à modeler la patate à modeler. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les libellules. Elle les appelle les bébés-lunes. Elle a une façon de nommer le monde et voilà, de s'émerveiller de la manière dont il nomme le monde. Actuellement, elle me dit, je vais mettre du bouge à lèvres. Maman, passe-moi le bouge à lèvres. Du coup, voilà, dans mon imaginaire, c'est génial. Et en message coup de gueule. Un message coup de gueule. Franchement, je pense que le fait d'avoir déposé autant, je me sens tellement bien que c'est compliqué. Il n'y en a plus. Voilà, le coup de gueule serait celui-ci. Apprenons, et moi je m'inclus dedans aussi, apprenons à être présence. Et pas vouloir à chaque fois donner son avis, un conseil. Il y a des fois, les gens demandent juste une présence et pas notre avis. J'appelle ça souvent le petit avis du comptoir du dimanche, où personne n'en a rien à faire. Oui, mais moi, oui, mais on s'en fout. Clairement, là, c'est pas le sujet. Tu n'es pas au centre de la conversation. Et vraiment d'apprendre juste à être présence. Et c'est partout, à tous les niveaux, ça peut être vraiment très utile. Et surtout quand on travaille dans cette période-là de la vie, voilà, ne projetez rien sur nous, vérifiez juste ce qu'on vit et demandez-nous comment vous pouvez nous accompagner pour mieux le vivre. Ça suffira. Ouais, merci. L'épisode touche à sa fin. Comment est-ce que tu te sens maintenant que ça se termine ? Eh ben, merci à toi. Franchement, merci pour tout l'accompagnement. C'est un exercice qui est plus qu'un exercice, Kyrian. Je ne sais pas si tu te rends compte. Tu me l'as dit, mais... C'est vraiment thérapeutique et je suis admirative de ton accompagnement. Je pense que là, tu as su créer un espace très sécure pour nous les femmes, où on peut déposer notre expérience, mais vraiment, j'ai envie de dire, comme on tisse la vie, comme un tissage, un maillage où chacune peut prendre un bout du savoir-expérience de l'autre pour s'aider à vivre son quotidien. Et je suis admirative aussi de la manière dont tu arrives à être présence. C'est-à-dire que j'ai déjà fait d'autres podcasts, désolée pour la comparaison, mais j'ai vraiment apprécié le premier échange qui permet vraiment de déposer tout ce qu'il y a à déposer, permet de clarifier et en plus tu as su poser des mots que je n'avais pas su poser et ça m'a vraiment libérée. Et puis après, voilà, tu nous envoies un mail, tu fais un récap qui est déjà un témoignage où tu nous permets d'aller dans un sens de manière claire. Et vraiment, merci. Donc, je me sens vraiment très bien. J'ai appréhendé un petit peu, je ne vais pas mentir.
Et j'ai vraiment la sensation là d'avoir participé et de participer à quelque chose de plus grand autour de la maternité, de la femme, et de participer à faire en sorte que nous les femmes, on soit moins visibilisées et qu'on soit, j'ai envie de dire, même déifiées. Car nous sommes des déesses. Car nous sommes des déesses. Merci pour tes mots, Maëlle, qui me touchent. Merci pour ta présence et j'ai envie de dire aussi cet enseignement de nous parler de la vie, de la mort, de tout ça, de tout ce que fait cet univers, de tout ce dont est fait cet univers plutôt. Merci d'être toi aussi, puisque nous sommes aussi amis dans la vraie vie, loin du podcast aussi. Merci à toi et à très bientôt. À bientôt, Kyrian. Merci. Vous venez d'écouter un épisode de Casse & Pause. Si Casse & Pause vous a plu, je vous serai reconnaissante de vous abonner, de le liker, de le partager, de le commenter pour que ce podcast vogue encore plus loin. Je vous laisse sur les notes de Free Your Soul de l'artiste britannique Handpan Joe, un joueur de handpan. Joe a très gentiment accepté que j'utilise sa musique pour le podcast. Je vous invite à l'écouter, ce qu'il fait d'une douceur incroyable. D'ici là, take care.